Une centaine de personnes qui étaient avec nous, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Vraiment, merci à tous ceux qui sont venus m'appuyer, qui sont venus parler au micro, tous ceux qui étaient dans la salle. Et je sais que vous avez été aussi nombreux à nous suivre à travers là, le Facebook en direct. Donc, merci de nous suivre. Vous savez à quel point le vote de vendredi et samedi est important. On veut avoir un oui-oui. Donc, un oui à l'article 1 pour faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. Puis un oui fort aussi au vote de confiance, parce que si on veut avoir la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, mais ça prend une personne, et moi, c'est ce que je m'engage à faire, qui va pousser dans ce sens-là. Et vous pouvez compter sur moi. Je vais mettre toutes mes énergies pour respecter et appliquer la volonté des membres du Bloc québécois. Donc, j'aurais aimé vous parler un petit peu en commençant. Aujourd'hui, j'étais à Ottawa et on a fait un scrum sur la question de l'avortement. Pourquoi on est revenu sur l'avortement aujourd'hui? Bien, imaginez-vous qu'une fois de plus, le Parti conservateur appuie une pétition contre l'avortement. Et là, on a donc demandé au Parlement canadien de se prononcer à travers une motion qui a été déposée par Marilyn Gill, donc une motion qui visait à dire, donc à respecter le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement qui a été reconnu en 1988 par la jurisprudence suite là, à l'arrêt de Morgan Taylor et donc qui permet le libre choix aux femmes. Et je pense que c'est extrêmement important. Au Québec, il y a un consensus très large sur le droit à l'avortement, mais vous le voyez, au Canada, ce n'est pas du tout le cas parce que le Parlement canadien a refusé d'adopter la motion permettant de respecter le droit à l'avortement, de donner un appui au respect au droit à l'avortement. Donc, vous le voyez encore entre le Canada et le Québec, la grande différence. Et si on ne veut pas toujours recommencer ces débats-là, parce qu'on sait que ça a été une grande avancée pour les femmes de pouvoir avoir le libre choix tant au niveau de la santé qu'au niveau de la sécurité, la seule solution, c'est l'indépendance du Québec. Parce que sinon, ces débats-là vont se refaire parce qu'il y a des visions différentes dans le reste du Canada. Vous pouvez poser vos questions. Donc, on a changé de technologie ce soir pour ceux qui étaient avec nous les dernières fois pour s'en aller vers le Facebook en direct, Facebook Live pour les habitués du jargon. Donc, il va nous permettre de peut-être les liens au niveau technologique là, sont disponibles plus tôt, donc ça permet une diffusion plus large. Donc, vous êtes là, bienvenus à poser là, toutes vos questions. On va être là ensemble pendant encore une trentaine de minutes. Oui, alors la première question nous vient de l'autre. Madame Ouellette, vos opinions jusqu'à ce jour sur la campagne référendaire? Bien, écoutez, je pense qu'on a eu une belle campagne référendaire sur les deux volets. Une campagne qui était quand même assez courte quand je pense au volet en particulier du vote de confiance, quand je sais que normalement un vote de confiance en se fait en congrès de comté, congrès de région et congrès national. Mais cette fois-ci, le Bloc québécois a vraiment innové là, avec une campagne là, au suffrage universel. On a eu des appuis à travers les réseaux sociaux. Il y a eu des appuis aussi avec des lettres ouvertes. Donc, je pense que vous l'avez vu. Puis, je veux aussi remercier en particulier, il y a des gens, plusieurs personnes qui m'ont abordé directement dans la rue. C'est la première fois de ma vie que ça arrive, que les gens comme ça m'abordent directement dans la rue, que ce soit à Québec, que ce soit sur les plaines d'Amaraham, à Montréal, à Gatineau, pour me dire, Madame Ouellette, lâchez pas. Tenez-vous debout, c'est important. Donc, je voudrais vous remercier, si vous vous reconnaissez et que vous êtes en ligne, je voudrais vous remercier pour vos appuis. Je pense que vous avez vu à quel point cette campagne-là était importante et à quel point la question 1 sur l'article 1, où les gens se demandaient, bien pourquoi, voyons donc, le Bloc est indépendantiste, pourquoi revenir sur l'article 1? Tout le monde est d'accord avec l'article 1. Bien, vous l'avez vu, je crois, avec les démissionnaires, tout le monde est d'accord en principe, mais en théorie, c'est pas la même chose et c'est pour ça qu'on a dit, c'est pas juste... en pratique, je veux dire, c'est différent. C'est pour ça qu'on a dit c'est pas juste en théorie, mais c'est aussi en pratique qu'on fasse la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. Puis ça veut dire aussi au Parlement canadien et dans les médias. Le deuxième volet de la question de l'autre, que pensez-vous du courriel d'aujourd'hui de Mario Dumont? Mario Beaulieu, pardon. De Mario Beaulieu, son courriel aujourd'hui. Bien, écoutez,
Je trouve que c'est un petit peu dommage de voir que, puis on voit là qu'il fait la petite politique de fin de campagne référendaire. Mais bon, c'était possible là, pour Mario de faire valoir son point de vue à travers un courriel. Et je voudrais aussi peut-être rectifier parce qu'il laisse entendre dans son courriel qu'il y a des discussions avec les démissionnaires pour que les démissionnaires reviennent au bloc. Donc, il laisse entendre que ce serait peut-être possible. Aujourd'hui, j'ai été scrummée sur ça par les médias à Ottawa, mais pas juste moi. Réal Fortin, qui fait partie du groupe des démissionnaires, et Réal a très clairement réaffirmé encore une fois qu'il n'était pas question qu'ils reviennent en arrière, qu'il n'était pas question qu'ils reviennent au bloc, peu importe le résultat. Donc, je pense qu'il faudrait que Mario Beaulieu fasse un petit peu attention et de ne pas faire circuler des informations qui ne sont pas exactes. Mais ça permet donc aux gens de voir quelles sont les prétentions de Mario Beaulieu. Mais moi, lui, il veut faire dans le négatif. Moi, je veux faire dans le positif. Et c'est comme ça que je veux continuer jusqu'à la fin de la campagne référendaire. Et vous allez le voir, on va présenter des belles idées. On a une belle équipe, on a un beau programme. Je pense que c'est très solide. Et je compte sur vous pour le 1er et le 2 juin. Question de Lorraine. C'est Beaulieu, ça, la coalition pour le Bloc? Pardon? Au niveau de la question? Question de Lorraine. Oui. C'est Beaulieu, ça, la coalition pour le Bloc. On fait référence au courriel précédent. En fait, je ne suis pas certaine de bien comprendre la question parce que le courriel, si je me rappelle bien, là, était envoyé directement de Mario Beaulieu, d'ailleurs, directement là, avec son titre de député. Et la coalition, je ne sais pas trop c'est quoi cette coalition-là. Je pense qu'il mentionne dans le courriel, mais pour moi, c'est pas clair. Mais c'est vraiment Mario Beaulieu, là. Très bien. Une question qui nous vient d'Étienne. Quelle est la position du Bloc sur le cannabis? La position du Bloc sur le cannabis, elle est très claire. On a d'ailleurs eu l'occasion de déposer un mémoire et de prendre position sur ce dossier-là. Le Bloc québécois est d'accord à légaliser le cannabis pour décriminaliser. On pense que c'est important, mais pas n'importe comment, puis pas à toute vitesse comme le fait actuellement Justin Trudeau. Et le gros enjeu du côté du cannabis, beaucoup ont parlé des questions de santé, puis c'est important. De conduite automobile, c'est important aussi. La question de la distribution, là, une chance au Québec, on l'a réglé, c'est la SAQ. C'est pas tout à fait terminé parce que là, on voit que ils veulent un petit peu privatiser par la porte d'en arrière. Les libéraux, ils ont toujours ces petites portes d'en arrière-là. Mais le gros enjeu, c'est la production. Et c'est ce qu'on avait dénoncé au tout début du dossier. On avait dit ça n'a pas de bon sens. Premièrement, le Canada se garde la mainmise sur les permis de production du cannabis. Là, c'est une plante. Donc, normalement, ça devrait relever d'agriculture du gouvernement du Québec. Mais non, ils se gardent la mainmise sur les permis de production parce que c'est ça qui permet de choisir les producteurs. Et là, on a vu que dans les producteurs de cannabis qui sont choisis, plusieurs sont des amis, des financiers de Justin Trudeau et même de Philippe Couillard, donc qui sont liés à la filiale libérale, qu'elle soit canadienne ou québécoise. Et on parle de gros argent. On parle de revenus de milliards de dollars seulement pour le Québec. Et donc, nous, ce qu'on avait proposé au Bloc québécois, c'est que ce soit une société d'État, la SAC, qui fasse également la production pour qu'au lieu que les profits qui vont se chiffrer là, en centaines de millions de dollars juste pour le Québec aillent dans la poche de particuliers, de privés, souvent affiliés directement ou indirectement au Parti libéral du Canada, que ça revienne à l'ensemble des citoyens et citoyennes, que ça puisse servir à faire de la prévention, que ça puisse servir à faire de la sensibilisation, mais plus que ça, que ça puisse servir pour améliorer l'ensemble des services aux citoyens de l'État. Une question qui nous vient d'Éric. Que pensez-vous de la nouvelle structure de la presse? La nouvelle structure de la presse, c'est une super bonne question. Et d'ailleurs, je vais être en rencontre demain. Une rencontre de travail qui a été demandée directement par la presse. J'ai jamais vu ça. Moi, un organisme civil qui demande aux parlementaires une rencontre à l'intérieur du cadre parlementaire, comme on va vivre demain. Malheureusement, elle sera à huis clos. J'aurais souhaité qu'elle soit publique pour pouvoir poser des questions aux gens de la presse. Il y a plusieurs questions qu'on a avec la structure qui propose. En fait, vous savez, s'il y a ce changement-là, c'est parce qu'il y a une loi en 1967, une loi privée qui gère la presse. Et cette loi-là avait été votée pour le maintien des emplois au Québec.
Et là, dans ce que propose la presse, c'est vraiment, en fait, c'est Power Corporation qui est propriétaire de la presse. Dans ce que propose Power Corporation, il n'y a rien qui garantit le maintien des emplois. On pense au Bloc québécois, puis je pense que c'est super important le maintien des emplois des journalistes parce que l'information où il y a de la rigueur, l'information articulée, c'est très précieux. Je vous dirais même que c'est un bien public. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord que l'État investisse pour de l'information. Mais là, ce que propose la presse, c'est de devenir un organisme à but non lucratif, mais dont les dirigeants seraient toujours nommés par Power Corporation. Mais s'ils n'étaient pas rentables avant, qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils vont être rentables après? Il nous dit oui, mais là, le fait de devenir un organisme à but non lucratif, ça va nous permettre, dans une disposition du budget du gouvernement canadien, donc un volet au gouvernement, à l'Assemblée nationale, un volet au Parlement canadien, on appelle ça vraiment du transparlementarisme, d'aller chercher des reçus pour charité. Donc là, on considérerait ça comme un organisme de charité. Un peu surprenant. Moi, quand j'étais au secours qui faisait à peine de politique, là, on faisait juste de la représentation pour protéger l'eau, on a été refusé parce qu'on faisait supposément trop de politique. Et là, tout d'un coup, la presse ferait pas de politique. En tout cas, c'est pas clair. C'est pas clair non plus que les dons de charité seraient suffisants pour pouvoir rentabiliser la presse. Et le problème qu'on a, c'est que Power Corporation ne nous donne aucune information. On n'a pas les états financiers actuels, on n'a pas du tout l'état du déficit et on n'a pas le plan d'affaires qui nous permet d'avoir une vision qu'effectivement, ça va être redressé, qu'il va y avoir un maintien des emplois. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé, pas la semaine passée, mais la semaine précédente, à l'Assemblée nationale, une motion pour qu'il y ait un crédit d'impôt sur la masse salariale des journalistes. Ce serait une bien meilleure solution parce que la solution qui est proposée par la presse, bien, c'est une solution qui crée de la discrimination, qui crée de la concurrence déloyale, tandis que le crédit d'impôt sur la masse salariale des journalistes est une solution universelle qui n'est pas inéquitable et qui s'applique à tous les types d'entreprises, que ce soit une entreprise privée, que ce soit une coopérative, parce que le modèle coopératif, moi, je crois qu'il peut être beaucoup plus intéressant que l'organisme à but non lucratif nommé par Power Corporation et que le modèle de la presse. Donc, je pense qu'il y a un débat à faire et bien, ce débat-là va commencer demain matin avec la rencontre avec les dirigeants de la presse et de Power Corporation. Et le syndicat, je crois qu'il sera aussi présent. La question nous vient de Dave. Le pouvoir au peuple, qu'en pensez-vous? Bien, je pense que c'est important. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faut que ça s'inscrive à l'intérieur des instances et c'est ça le gouvernement. Le gouvernement devrait refléter le plus possible la vision du peuple, mais pour ça, il faut que la population et que les citoyens participent. Plus les citoyens vont participer aux élections, plus les citoyens vont participer aussi entre les élections à la vie politique, bien, plus le gouvernement va devoir être proche de leurs préoccupations. Mais c'est certain que si les citoyens ne participent pas, par exemple, si les gens ne vont pas voter, bien, la nature ayant toujours horreur du vide, ça laisse plus de place puis d'influence pour tous les gros lobbies économiques. Donc, je pense que c'est essentiel. C'est l'essence même de la démocratie. C'est pas un système parfait. On dit souvent c'est le moins pire des systèmes, mais je pense que encore là, pour que ce système-là fonctionne bien, pour qu'il soit en santé, ce que ça prend, c'est la plus grande participation possible des citoyens et des citoyennes, et dans notre cas du Québec. La question nous vient d'Éric. J'aimerais avoir votre opinion sur le fait que Justin Trudeau ait fermé la porte aujourd'hui à une déclaration de revenus unique administrée par le Québec, faisant fi du consensus de l'Assemblée nationale. Bien, c'est une super bonne question encore une fois et vous savez à quel point ça arrive souvent que le Parlement canadien fait fi des consensus de l'Assemblée nationale. C'est loin d'être la première fois. Je dirais que c'est plutôt la règle. C'est l'exception quand ils sont prêts à aller dans la même direction que nous. Et dans ce cas-là, de façon assez surprenante quand même, le Parti conservateur et le NPD proposent un rapport d'impôt unique. Je pense qu'ils veulent venir séduire les électeurs québécois. Du côté du Bloc québécois, on est tout à fait d'accord avec ça, un rapport d'impôt unique. D'ailleurs, j'ai voté pour la motion à l'Assemblée nationale également. Mais ce qui serait encore mieux, c'est pas juste un rapport d'impôt unique, c'est qu'on garde tout notre argent. Ça, c'est 50 milliards de dollars par année
qu'on envoie au gouvernement canadien, qui lui, après ça, utilise cet argent-là pour des bateaux dans les maritimes, pour un pipeline en Colombie-Britannique, pour le pétrole en Alberta, pour une ligne électrique au Labrador à Terre-Neuve. On voit bien que notre argent ne travaille pas pour des emplois chez nous. Et ce qu'il nous faut, c'est pas seulement qu'un rapport d'impôt unique, mais également avoir gardé tout notre argent chez nous. Et ça, bien, vous le savez, ça s'appelle l'indépendance du Québec. Et franchement, vous dire, je serais très surprise que si le Parti conservateur ou le NPD était élu, qu'ils le mettent vraiment en application. Je pense qu'il ferait face à beaucoup de résistance. Et comme Justin Trudeau n'a absolument rien fait avec sa promesse sur la réforme électorale qui avait séduit beaucoup de Québécois et de Québécoises, puis qui finalement, il a laissé complètement tomber cette promesse-là, j'ai l'impression que la promesse qu'on a vue de rapport d'impôt unique y arriverait exactement le même résultat. La question nous vient de Martin. Quelle est la position du Bloc sur les paradis fiscaux? Écoutez, c'est très clair, les paradis fiscaux, c'est honteux. Ça n'a pas de bon sens de permettre aux 1% de pouvoir aller cacher son argent dans des paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts. Et donc, à ce moment-là, c'est totalement inéquitable avec la classe moyenne. Vous et moi, nous devons payer nos impôts rubis sur l'ongle. D'ailleurs, si vous êtes en retard, ça va vous coûter cher. Et là, bien, on le voit qu'il y a des firmes qui aide ce 1%-là à aller cacher son argent dans les paradis fiscaux. Et le Canada peut agir parce que le Canada, encore dernièrement, a reconnu des nouveaux paradis fiscaux par une espèce de subterfuge. Hein? C'est pas ça qu'ils nous disent. Ils prennent des ententes de divulgation d'informations avec ces pays-là, où finalement, il n'y a à peu près pas de divulgation d'informations. Puis en échange, ben, ils reconnaissent le paradis fiscal. C'est vraiment, ça n'a pas de bon sens. Et ça, ben, encore là, le Québec, une fois qu'il est un pays, peut agir à l'international en appui à d'autres pays qui veulent régler le problème des paradis fiscaux. Mais même comme pays, on peut agir, même si tous les autres pays n'ont pas agi, on peut agir. Et même le gouvernement du Québec pourrait faire beaucoup plus pour ne pas reconnaître les paradis fiscaux, mais il refuse. Le Parti libéral du Québec, le Parti libéral du Canada, même famille, et favorise malheureusement les paradis fiscaux. Vous l'avez vu dans le passé, à quel point même certains anciens premiers ministres canadiens du Parti libéral du Canada en ont profité pas mal. Je vous donne juste un petit indice pour des bateaux. Je pense que vous êtes capable de le reconnaître. La question nous vient de Sam. Et qu'en est-il pour l'immigration? Dossier de l'immigration, qui est un dossier éminemment fédéral. Mais là, vous le voyez actuellement, la problématique qu'on voit, c'est qu'avec le dossier des réfugiés, en fait, des demandeurs d'asile qui se présentent aux frontières du Québec et qui passent les frontières en dehors des postes de douane de façon irrégulière à cause des décisions de Donald Trump. Et là, on a vraiment une augmentation importante. Bon, on le voit à quel point le Canada est incompétent pour plusieurs raisons. Premièrement, il refuse de lever l'entente de tiers pays sûrs. Et donc ça fait en sorte que si ces personnes-là passent aux douanes, bien, ils vont être déportés dans leur pays d'origine. Et ça peut être dangereux pour plusieurs personnes. Et donc, cette entente-là ne peut plus s'appliquer avec les nouvelles décisions de Donald Trump. D'ailleurs, plusieurs groupes de défense des droits à l'international, je pense à Amnesty International en particulier, poursuivent le gouvernement pour faire en sorte qu'elle ne soit pas appliquée. Mais le gouvernement canadien pourrait très bien la suspendre. Il y a une clause dans l'entente qui permettrait de suspendre l'entente de tiers pays sûrs pour faire en sorte que les gens n'aient pas à passer en dehors des passages réguliers. Deuxièmement, ben là, ils ont coupé le personnel. Fait que le temps d'analyser les demandes est vraiment beaucoup trop long. C'est inhumain pour les gens. Et donc, il faut rajouter des ressources. Et pendant que le temps que les demandes de statut de réfugié, donc demande de permis de travail, demande de statut de réfugié ne sont pas étudiées, bien, c'est le Québec qui doit payer. Et donc, on envoie 50 milliards à Ottawa pour des dossiers de compétences fédérales, mais finalement, il faut qu'on repaye pareil de l'autre main. Donc là, on a un vrai problème. Et on a vu le gouvernement du Québec, le Parti libéral du Québec, a demandé, je pense que c'était rendu à peu près à 150 millions, que le gouvernement canadien paye. Ils ont refusé. Fait que même entre Parti libéral,
Parti libéral du Canada envoie promener le Parti libéral du Québec. Fait que vous le voyez bien, ça ne marche pas le Canada. Et à quel point c'est mal géré l'immigration, c'est clair que quand le Québec va pouvoir gérer lui-même son immigration, ça va faire toute la différence. On va pouvoir mettre les ressources nécessaires, on va pouvoir lever l'entente de tiers pays sûr, parce qu'effectivement, avec Donald Trump, c'est plus un tiers pays sûr pour les demandeurs d'asile. Et ensuite, on va aussi pouvoir mettre les investissements nécessaires pour l'apprentissage du français. C'est essentiel que les gens qui arrivent au Québec puissent avoir accès à des cours de français. C'est en français que ça se passe au Québec. Puis si on veut qu'il y ait une bonne intégration, si on veut qu'il y ait une bonne communication, bien, la communication, ça passe par la langue. Puis au Québec, bien, il y a une seule langue officielle, puis c'est le français. Ça se passe en français. La question nous vient de Cathy. Quelle est votre position sur le pipeline Kinder Morgan? Kinder Morgan. Écoutez, c'est assez rocambolesque ce qui se passe. Dans un premier temps, je voudrais appuyer, il y a eu toute une manifestation hier à Montréal de plusieurs groupes environnementaux, de communautés autochtones en appui là, aux contestations en Colombie-Britannique. Donc, je vais appuyer tout ce qui s'est passé là, à Montréal hier. Je veux aussi appuyer Elisabeth May, qui est chef du Parti vert, qui est allée manifester. Mais comme Kinder Morgan avait réussi à avoir une injonction, elle s'est fait arrêter avec quelques personnes et je pense que c'est aujourd'hui qu'elle comparaissait là, devant la cour. Et je veux l'appuyer dans ses démarches parce que ce projet-là, c'est un projet insensé. C'est un peu semblable à Énergies, mais vers l'ouest. Et là, pire du pire, non seulement ça va augmenter les gaz à effet de serre, non seulement ça va augmenter la production du pétrole le plus polluant de la planète, c'est pas rien là, le pétrole des sables bitumineux, parce que comme le pétrole est pris dans le sable et qu'il faut séparer le sable du pétrole, c'est sinon le plus polluant de la planète. Donc, on sait qu'avec les changements climatiques, ce genre de pétrole-là, il faut que ça reste sous terre, mais pire que ça, Justin Trudeau, qui a été, vous vous rappellerez, là, en 2015, nouvellement élu premier ministre, il s'en va à Paris, de bonne humeur, grand sourire, puis dire « Canada's back » et nous, on va agir pour les changements climatiques. Ben, en fait, finalement, Justin Trudeau, ce qu'il a fait, il a autorisé, c'est celui qui a autorisé le plus de pipelines. Kinder Morgan, avec Trans Mountain, ça serait son 3e pipeline. Et là, pour faire plaisir à l'entreprise Kinder Morgan, parce que là, avec toutes les manifestations, ça retarde les autorisations, il est prêt à leur verser des compensations financières. Puis imaginez-vous, c'est qui va payer ces compensations financières-là? Bien, c'est vous et moi, à travers nos taxes et nos impôts qu'on envoie au gouvernement canadien. C'est-tu bien pas épouvantable? Donc, moi, je vous le dis, c'est le temps qu'on sorte de ce pays-là, parce que ça ne nous ressemble pas pantoute, parce que c'est pas vrai qu'on va continuer à payer pour des mauvaises décisions du premier ministre du Canada qui veut payer des pétrolières, une pétrolière américaine, comme s'il n'y avait pas déjà assez d'argent. Il veut, avec nos taxes et nos impôts, payer une pétrolière américaine pour leur donner des compensations, pour s'excuser des délais. Moi, je trouve ça invraisemblable. C'est même honteux de voir les décisions de Justin Trudeau dans ce dossier-là. La question nous vient de Michel. Comment faire pour aller chercher des redevances sur le transport fluvial sans l'indépendance? Des redevances sur le transport fluvial, je pense que là, ce que vous me parlez, c'est la voie maritime. Il va falloir vraiment documenter ce dossier-là. C'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas tout à fait finalisé. C'est pour ça qu'on a prévu un colloque sur la voie maritime, les ports et les quais qui était prévu là, pour le mois de novembre. Donc là, avec, je pense qu'on va avoir 2 colloques là, au mois de novembre. Un sur les télécommunications et un sur la voie maritime. Il faut vraiment regarder, il y en a actuellement une redevance, mais je n'ai pas encore tous les chiffres pour savoir c'est quel ordre de grandeur, sur quoi c'est appliqué. On sait que la voie maritime, c'est une des voies navigables les plus importantes en Amérique du Nord. Donc, il faut mieux documenter ce dossier-là, mais effectivement, comme province, on n'a aucune juridiction sur cet élément-là. Tant que le Québec va rester qu'une simple province, d'ailleurs, c'est même très difficile d'avoir les différentes informations, mais comme pays, le Québec pourra prendre ses décisions et ce sera des négociations qui auront lieu là, avec le Canada, savoir comment on appliquera la redevance pour la voie maritime. Question d'Éric. Que pensez-vous de la dette publique au profit des banques privées? Ce que je pense de la dette publique au profit des banques privées, en fait, il peut y avoir beaucoup d'éléments dans cette question-là. Moi, je pense que c'est important
qu'on ne dépense pas à travers notre chapeau, mais je pense pas non plus qu'il faut en faire une maladie, la question de la dette du côté du Québec, quand on se compare aux autres pays de la planète, en termes de dette par PIB, on est très, très bien placé, on est avantagé. Donc, je pense qu'il ne faut pas en faire une maladie, mais il faut faire attention, parce qu'effectivement, lorsqu'on s'endette, il y a des intérêts, puis ces intérêts-là, c'est de l'argent qui va aux banques plutôt que de l'argent qui va aller dans les services. Fait que ce qu'il faut s'assurer, c'est que les années où il y a une grande croissance économique, il faut s'assurer que ces années-là, on puisse justement repayer une partie de la dette. Mais les années de vache maigre, il ne faut pas s'empêcher de créer du développement économique, mais du développement économique qui va bénéficier à l'ensemble de la population et non pas à quelques multinationales. C'est là où il faut faire très attention dans les choix, les cibles qu'on a en termes de développement économique. Je ne suis pas certaine que c'était exactement ça, votre question, mais la question était tellement large. Je pense que la question était de Michel. J'essaie de donner la meilleure réponse possible, mais c'est sûr que c'est un sujet dont on pourrait parler pendant plusieurs heures. Merci. La question nous vient de Françoise. Pourriez-vous continuer les assemblées de cuisine régulièrement, même après le vote? Oui, c'est ce qu'on a pensé. On a pensé que ce qui pourrait être intéressant, puis c'est pour ça qu'on essaye différentes formules. Aujourd'hui, on essaye la formule du Facebook en direct. On s'est dit que ça serait intéressant. Le Bloc québécois, on fait des points de presse quand même assez régulièrement où on permet aux journalistes de poser des questions sur un sujet en particulier. Comme je vous disais aujourd'hui, c'était la motion concernant l'appui au respect au droit à l'avortement. Mais ce serait le fun qu'en soirée, on puisse donc faire aussi une assemblée de cuisine qui permettrait, virtuelle, qui vous permettrait de vous aussi vous transformer en journaliste, puis de poser toutes vos questions concernant un dossier d'actualité sur lequel le Bloc québécois a pris position, puis ça nous permettrait également de répondre à quelques autres questions un petit peu en dehors du sujet pour maintenir le lien avec vous. Je pense que c'est une façon extrêmement intéressante. On a maintenant des nouveaux moyens, il faut les utiliser et c'est la volonté que j'ai comme chef du Bloc québécois de pouvoir utiliser les nouvelles technologies. Je pense qu'on a tout un travail de redressement à faire du côté du Bloc québécois pour nos communications, mais c'est possible de le faire. Comme vous voyez, on est déjà en train de le faire pendant la campagne référendaire et oui, on souhaite continuer suite au résultat de la campagne référendaire à faire des assemblées de cuisine pour garder le contact avec vous, pour aussi recevoir vos commentaires, vos questions, pour vous donner des réponses et pour continuer l'échange. Donc, je pense que ça fait... On a-tu terminé? Il resterait une question? Parfait, parce que je voyais, il y a des gens autour de moi qui sont déjà en train d'écrire des merci sur les écrans, donc je me disais peut-être qu'on est en train de terminer, mais on va prendre une dernière question. Question de Cathy. Donnez-nous les 5 meilleures raisons de réaliser l'indépendance du Québec. Écoutez, les 5 meilleures raisons. Il y en a plusieurs, mais moi, je vous dirais, avec tous les dossiers que j'ai travaillés, premièrement, tout ce qui est défense de l'environnement. Vous le voyez à l'intérieur du Canada pétrolier, l'électrification des transports, l'énergie renouvelable, l'énergie verte, c'est extrêmement difficile. On a tout le temps des bâtons dans les roues. Et notre argent sert pour le pétrole plutôt que de servir sur ces éléments-là. Première raison. Deuxième raison, je vous dirais, le français. Le français, décision après décision du Canada, que ce soit la Cour suprême du Canada, dès 1979, Camille Lorrain a voté la Charte de la langue française en 1977. Dès 1979, il y avait un jugement. Ça veut dire que dès la première année, il y a eu des poursuites. Et la Charte a été charcutée à partir de la Constitution de 1867. Ensuite, à partir de du rapatriement de la Constitution du père de l'autre, de Pierre-Éliott Trudeau, dans la Charte des droits et libertés, il y a inclus des éléments justement pour donner des poignées aux juges, pour charcuter encore plus la Charte de la langue française. Et je vous dirais, dernièrement, il y en a eu plusieurs autres, mais dernièrement, une décision de Mélanie Joly. Ça, je trouve ça toujours triste de voir que ces décisions-là viennent de députés du Québec. Je trouve que franchement, c'est triste de voir ça. Où elle a donné 125 000 $ au barreau pour que le barreau puisse venir contester puis poursuivre l'Assemblée nationale pour encore plus bilinguiser. Ça, c'était la décision de la direction du barreau. La semaine passée, l'Assemblée générale, coup de théâtre, a renversé la décision de la direction du barreau de Montréal. Et donc, j'espère que le 125 000 $ va être retourné parce que ça n'a pas de bon sens que notre argent serve pour des contestations contre le français au Québec. Donc, deuxième dossier, le français.
Troisième dossier, je vous dirais l'immigration. Actuellement, là, la façon dont est gérée l'immigration, ça ne nous aide pas au Québec. Moi, je pense que l'immigration devrait être gérée par le Québec. Les immigrants seraient accueillis par le Québec, ce serait clair, parce que là, ils sont accueillis par le Canada, mais le Québec, c'est différent. Donc, ça fait beaucoup de confusion dans leur esprit. Donc, accueillis par le Québec, où c'est très clair qu'il y a une seule langue officielle, c'est le français, où on met des ressources pour l'apprentissage du français, où on accueille correctement et dignement les demandeurs d'asile. C'est pas le cas actuellement. Ils laissent traîner les délais. Il faudrait donner le permis de travail tout de suite en arrivant, là, dès que les contrôles de sécurité sont faits. Ce n'est pas le cas. Actuellement, ça prend des semaines, voire des mois avant d'avoir le permis de travail, que les analyses de demande de réfugiés soient réalisées en quelques mois. Actuellement, ça prend des années. Donc, je pense que ça ferait une très, très grande différence. Après ça, l'économie. On envoie 50 milliards année après année de notre argent au gouvernement canadien. Et cet argent-là, je leur dis souvent cet exemple-là, mais il est tellement important, les bateaux de la Davie. Le gouvernement canadien, le premier contrat, c'était 33 milliards pour Halifax, pour Vancouver, pour la Irving et pour Seaspan, rien pour la Davie à Québec. Depuis ce temps-là, on a eu des grenailles, même pas des pinottes, là, des morceaux, des écailles de pinottes avec l'Astérix. Et la Davie est le plus grand chantier maritime du Canada, le meilleur d'Amérique du Nord. C'est le seul chantier qui a livré un bateau dans le cadre de la stratégie canadienne de construction navale. Et est-ce qu'ils réussissent à avoir un deuxième contrat? Non, pas du tout. C'est 20 milliards qu'on devrait recevoir au Québec. On a reçu juste 600 millions, donc c'est moins de 1%. Ça, là, c'est 3300 emplois par année pendant 30 ans qu'on perd, à cause que notre argent ne travaille pas pour nous autres. Donc, rapatrier le 50 milliards, je suis rendu 1, 2, 3, 4. Il me manque un autre élément. Je pense toute la question des télécommunications. Actuellement, les télécommunications sont gérées par le CRTC et on le voit, les décisions sont des décisions qui sont malheureusement pas toujours favorables aux consommateurs. Au Québec, au Canada, c'est un des prix les plus chers sur la planète pour avoir accès, par exemple, au cellulaire, pour avoir accès aux données. Donc, je pense qu'on devrait avoir une façon vraiment différente de gérer ça. Et du côté du Bloc québécois, ce que vous allez retrouver dans la proposition principale, c'est que du côté des télécommunications, ça devrait être un peu comme l'électricité. Donc, ça devrait être accessible à tout le monde, à un tarif beaucoup moins cher. Ça devrait être sur la moyenne là, qu'on a au niveau mondial. Donc, beaucoup moins cher. C'est à peu près la moitié du prix d'actuellement. Et également, que tout le monde puisse avoir accès au même tarif partout au Québec. C'est un service essentiel maintenant d'avoir accès à Internet. Donc, que ce soit pour les emplois, pour les PME, que ce soit pour la formation, l'éducation, que ce soit pour nos loisirs à la maison, c'est maintenant rendu un service essentiel et c'est le rôle du gouvernement. Si les entreprises privées ne sont pas prêtes à livrer ce service-là, comme ça avait été le cas pour les compagnies d'électricité avant les années 60, où ils ne livraient pas dans les campagnes, vous vous rappelez peut-être pas de ça, mais en tout cas pour les plus âgés, vous en rappelez, c'est la même chose pour Internet. S'ils ne sont pas prêts à le faire, ça sera à l'État de s'assurer, à travers un service public, de faire en sorte qu'Internet soit accessible au même prix, à un prix beaucoup moins cher qu'actuellement et partout sur le territoire du Québec. Donc, c'est ce qu'on appelait le pacte social de l'électricité, ce sera le pacte social d'Internet et ça, ça va nous prendre l'indépendance du Québec. Donc, je pense que ça faisait une bonne dernière question, un petit peu longue, mais avec 5 volets. Et je voulais vous remercier beaucoup. On se donne rendez-vous à ce moment-là après le référendum, mais pour ça, j'ai besoin de votre appui. J'ai vraiment besoin de votre appui aux 2 questions du référendum. On a besoin d'un oui-oui très fort pour qu'au lendemain du 3 juin, le Bloc québécois puisse repartir du bon pied avec des bases solides, avec une mission qui est reconfirmée par l'ensemble des membres du Bloc québécois, par un vote de confiance qui est confirmé aussi par l'ensemble des membres du Bloc québécois. Et ça va nous permettre d'aborder l'avenir de façon beaucoup plus positive, étant donné la légitimité que vous allez nous donner pour continuer notre action. Et vous le savez, la seule façon de se sortir de la crise, c'est un oui-oui. Sinon, ça va continuer. Et les mêmes débats vont toujours recommencer. Et avec un oui-oui, on a une belle opportunité pour 2019 parce qu'actuellement,
le Parti libéral est en perte de vitesse parce qu'on voit qu'avec le Parti conservateur d'Andrew Scheer, vous le voyez là, le dossier de l'avortement, le dossier du pétrole, vous le voyez à quel point c'est loin de ce qu'on veut pour le Québec. Du côté du NPD avec Jack Metzing, je pense que le NPD est en chute libre, puis c'est pas Jack Metzing qui va changer la donne du côté du NPD. Donc, il y a une belle fenêtre d'opportunité pour le Bloc québécois pour 2019. Mais avant 2019, j'aimerais quand même faire un petit clin d'œil. On a une jeune femme, Catherine Bouchard-Tremblay, dans Chicoutimi-Le-Fjord, qui se présente à la partielle. Donc, une jeune femme qui a grandi dans le comté, qui a fait son école primaire, secondaire, cégep, université, formation en psychologie, qui s'est impliquée dans les groupes communautaires. Et pour ceux qui sont du coin, hein, de l'ensemble de Saguenay-Le-Fjord, mais aussi de l'ensemble de Chicoutimi-Le-Fjord, mais de l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous avez goût de venir lui prêter main forte, je pense que c'est important. Fait que vous le voyez qu'avec Catherine Bouchard-Tremblay, il y a de la relève pour l'indépendance au Québec. C'est une ancienne candidate aussi d'Option nationale. Et il y a de la relève au Bloc québécois. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement encourageant de voir que des jeunes femmes de l'envergure de Catherine souhaitent faire équipe avec nous. Je pense que c'est vraiment gage d'avenir. Et donc, je vous demande de lui donner votre support, de l'encourager. Ça peut être en venant l'aider. Ça peut être aussi en finançant sa campagne. Gênez-vous pas. Tous les dons sont bienvenus. Et vous le savez qu'un don au Bloc québécois, il y a un remboursement important d'impôts. Donc, profitez-en. C'est un levier pour aller chercher notre argent du gouvernement canadien qui reviennent ici au Québec. Donc, profitez-en. Donc, on compte sur votre appui aussi pour Catherine Bouchard-Tremblay dans Chicoutimi-Le-Fjord. Au plaisir. À bientôt.